Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Je m'appelle Marjolaine et 2 fois par mois, je recevrai des jeunes docteurs ainsi que des étudiants en master et en doctorat pour parler de leur sujet de recherche en sciences politiques. Vous le verrez, nous sommes ici sur un champ d'études plutôt vaste, alors à la fin de chaque épisode, sur le site du Dazibao, vous retrouverez un résumé avec les points clés de chaque discussion, quelques définitions complémentaires et une petite bibliographie pour les plus aventureux d'entre vous. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po et en sciences sociales en général. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Florian Maton pour discuter de son mémoire de Master 1 en affaires publiques, enjeux de la globalisation, réalisé dans le cadre du séminaire Idéologie et formes de la brutalisation. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de ton travail qui s'intitule Implication et connaissance dans le réel de l'existence du francocide, une pseudo-théorie politique d'extrême droite oscillant entre faits empiriquement contestés et objets sociaux réels et signifiants. Tu as réalisé ton travail sous la direction du professeur Emmanuel Taïeb et tu as remporté le prix spécial du jury du prix du mémoire de Sciences Po Lyon en 2025. C'est un long titre de mémoire, dis donc. Alors, première question traditionnelle, bien évidemment, pour commencer tous les épisodes du podcast, j'aurais aimé savoir pourquoi tu as décidé d'étudier les sciences politiques, donc un petit retour sur ton parcours, et comment t'en es arrivé à traiter ce sujet en particulier. Alors, moi, j'ai un parcours assez un peu chaotique en fait. Au lycée, j'étais plutôt un bon élève, donc au niveau des notes, j'avais pas de problème. Et au niveau du comportement, j'étais quand même un élève un peu dissipé. Donc moi, j'ai fait première et terminale ES. Et donc, se pose la question des études sup. Et en fait, je pense que j'étais juste pas assez mature pour savoir vraiment ce que je voulais faire. À la base, moi, je voulais être prof d'histoire géo. Donc rien à voir avec les Sciences Po en fait. Donc j'avais candidaté à Aix, parce que moi je viens de Avignon. J'avais D'accord. candidaté à Aix pour une double licence d'histoire géo. Ensuite, j'ai appris l'existence de la prépa lettres. Donc en fait, j'ai intégré une prépa lettres au lieu d'aller à Aix, donc au dernier moment sans passer par Parcoursup. Au bout de 2 semaines, j'ai compris que c'était pas du tout pour moi. Donc en fait, je suis parti. Je suis retourné en fac d'histoire parce que je me suis dit, en fait, ce qui est pour moi, c'est l'histoire. J'ai vite compris que la fac, en fait, ça me plaisait pas, mais je n'étais pas encore assez mature pour la fac et pour comprendre que fallait grandir et qu'on n'était plus au lycée, qu'il fallait être sérieux. Du Mhm. coup, j'ai intégré une espèce de prépa à l'enseignement supérieur. Il y avait aussi une prépa IEP. Enfin, il y avait un peu tout ça. Et en fait, la vraie raison pour laquelle j'ai intégré Sciences Po, c'est parce qu'à l'époque, j'étais en couple avec quelqu'un qui était à Sciences Po. Et en fait, elle était à Sciences Po Lyon. Donc moi, je voulais absolument aller à Lyon. Et donc, j'ai fait des vœux sur Parcoursup partout. Donc, que ce soit en fac de droit, il y avait dans plein de facs à Lyon et à Sciences Po. Et comme j'avais pas un très bon dossier du point de vue du comportement et que je sortais en fait d'une année blanche, parce que moi j'ai fait ma première année pendant le Covid et j'ai pas continué les cours une fois qu'il y a eu le confinement, j'ai été refusé partout, sauf à Sciences Po. Parce que Sciences Po, année sans concours, il fonctionnait que sur les notes. Et moi, du point de vue des notes, ça, on va dire que ça allait plutôt très bien. Donc en fait, je me suis retrouvé à D'accord. Sciences Po sans vraiment d'attrait pour les sciences politiques, sans vraiment être trop intéressé. Et du coup, j'ai un peu traversé C'est ma une licence arnaque en fait, c'est ça. complètement en fait. Et du coup, j'ai traversé ma licence un peu sans trop aimer ce que je faisais. Et c'est en troisième année. En troisième année, on est obligé de partir à l'étranger. Moi, je suis parti à Salamanque en Espagne. Et c'est vraiment là-bas que j'ai eu le déclic et que je me suis dit, en fait, c'est vraiment ce que j'aime. Et j'ai découvert la recherche là-bas. J'avais un super cours de sociologie politique avec une super prof. Et c'est vraiment là-bas que je me suis dit qu'en fait, j'aimais bien lire de la Sciences Po, j'aimais bien étudier ça. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que ça me plaisait. Du coup, quand je suis retourné à Lyon pour ma quatrième année, donc pour mon master d'affaires publiques, là, j'ai eu l'opportunité de faire un mémoire. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que les sciences politiques, c'était fait pour moi. Et donc sinon, dans mon parcours l'année dernière, j'ai pris une année de césure entre ma quatrième et ma cinquième année. Et pendant cette césure, j'ai été prof en SES dans un lycée. Prof, je pense, c'est ce que je veux faire, donc je pense que je vais continuer dans cette voie-là. Mais comme la recherche, ça m'a bien plu, là, je fais un master de recherche en Sciences Po à Paris 1. C'est mi-expertise, Ok. mi-recherche, en fait, il y a un peu la promo qui est divisée en deux. Et du coup, au second semestre, je refais un mémoire, toujours sur l'extrême droite, sur
la vision du futur qu'ils proposent. Quelles sont les visions du futur proposées par l'extrême droite, parce que on s'intéresse souvent à la manière dont l'extrême droite voit le passé. Du coup, moi, je veux m'intéresser un peu à la manière dont l'extrême droite voit le futur. Ok. Et tu reviendras nous en parler sur le Dazibao, du coup, quand t'auras fini. La Évidemment. fille qui place déjà ses pions. Ok. Et pourquoi alors cet attrait pour l'extrême droite? Alors, ça prête un peu à confusion, mais du coup, tu as parlé du front. Pourquoi t'adores Éric Zemmour? Bah, en fait, c'est un peu particulier. Comme j'ai dit, moi, ce qui me passionnait de base, c'était l'histoire, surtout la contempo. Et en fait, ce qui me fascinait, je sais pas pourquoi, mais comme beaucoup de gens, je crois, c'est le nazisme. Et je lis beaucoup, par exemple, le Chapoutot ou des historiens du nazisme. Et en fait, ça me fascine un peu d'étudier l'idée politique qu'est le nazisme, comment est-ce que ça naît, dans quel contexte, et comment est-ce que ça prend corps, en fait. Comment est-ce que il y a des gens qui vont se l'approprier et voir que en fait, bah, c'est pas une anomalie dans l'histoire, mais qu'en fait, au point de vue de l'époque et du lieu où ça naît, bah, il y a une forme de logique dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. C'est pas anormal d'être antisémite, raciste, impérialiste, Ouais. colonialiste. Donc c'est vraiment cet attrait-là pour les idées. Et quand j'ai découvert la recherche donc, en Espagne, on travaillait justement sur cette question du pouvoir des mots et la manière dont un mot pouvait créer une réalité. Nous, on avait travaillé sur le concept de pauvrophobie, donc c'est le rejet des pauvres, et comment est-ce que ça pouvait se traduire dans l'architecture urbaine, par exemple les bancs qui sont séparés par Hmm. un accoudoir pour pas que les SDF puissent s'allonger Se dessus. Donc coucher, ouais. voilà, donc une architecture hostile pour ces personnes-là. Et en fait, c'est comment est-ce que mettre un terme sur cette réalité-là, ça nous permet de la penser. Donc en fait, c'est pour ça que je voulais travailler sur à la fois sur l'extrême droite, mais aussi sur le pouvoir des mots, pour comprendre en fait comment est-ce que par un mot, par l'émergence d'un mot, on peut rendre quelque chose de pensable et on peut créer une espèce de réalité dans le monde social en fait. Ok. Et donc, le francocide, ça t'est apparu un mot intéressant sur lequel travailler parce que je sais pas, on te l'a suggéré en M1, ça a été une réflexion avec le professeur Tayeb qui t'a encadré dans ce cadre-là, ou vraiment t'avais déjà cette idée, ça t'avait interpellé, tu l'avais entendu, je sais pas, à la télé, ouais. Ça m'avait déjà interpellé, je l'avais entendu, et en fait, quand je me suis posé la question de quel mot est-ce que je pourrais utiliser, ça m'est apparu un peu comme une évidence, et en plus, en M1, on nous parle beaucoup de la manière dont si on veut faire un mémoire, c'est important de prendre quelque chose qui n'a pas trop été étudié, parce qu'au fond, ça n'a pas trop de sens de faire de la recherche sur quelque chose qui a déjà été étudié 1000 fois. Donc en fait, ça me paraissait bien quand j'ai vu que il n'y avait pas grand-chose qui avait été écrit sur le sujet, que la majorité, ça avait été écrit par des journalistes. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser. Donc c'est pour ça que c'est un peu naturellement et un peu par hasard, en fait, que je me suis lancé sur le francocide. Ok, et donc du coup, donc on parle de ce mot, le fameux francocide. Est-ce que tu peux nous en donner, si elle existe, une définition, les populations que ça touche, et puis un petit peu, un petit historique de depuis quand ce terme il existe, etc., etc. Bah en fait, la question de la définition elle est intéressante parce que si on prend la définition basique du francocide, donc la définition classique, c'est un étranger qui tue un Français. Ça, c'est la définition la plus classique et la plus consensuelle qui est donnée par ses promoteurs. Mais en fait, le mot, on peut vite se rendre compte qu'il est ambigu parce qu'il ne faut pas seulement se fier à la définition qu'en donnent ses promoteurs. Si juste on prend les termes qui sont dans la définition même, quand ils disent français, bah, ils n'entendent pas simplement quelqu'un qui a des papiers français. Dans la rhétorique de l'extrême droite, le français, c'est le français de souche, en gros. C'est le français blanc, c'est celui qui a des parents blancs, c'est le français tel que décrit par l'imaginaire de l'extrême droite. Et pareil, quand on parle d'étrangers, bah, c'est pas simplement quelqu'un qui n'aurait pas ses papiers, ça va désigner plus globalement les non-blancs. Et le plus souvent, c'est les Ouais. arabes. Donc en gros, le mot lui-même, et même dans sa définition, il est ambigu. Et même si on prend le mot francocide, le suffixe cide, donc qui détruit ce qui a, enfin qui décrit pardon ce qui a la propriété de détruire ou de tuer, bah, lui-même il est trompeur parce que le francocide, il va aussi être utilisé pas seulement pour des affaires de meurtre, donc pas seulement comme l'homicide, le féminicide, le régicide, le parricide, mais aussi pour parler d'incivilité, de rixes, de viol, en fait, tout un tas de crimes. Et même Zemmour lui-même, quand il le définit, parfois, il dit le francocide, c'est un crime commis sur un Français par un étranger. Donc en fait, il y a déjà, même dans la définition de Zemmour lui-même, une extension du francocide, pas seulement à ceux qui tuent, mais à tout un tas de crimes. À toute atteinte contre une personne française, sous-entendu de souche, quoi. Exactement. Et en fait, Ok. la définition la plus précise qu'il en donne, même si elle ne l'est pas trop, c'est aux universités d'été de son parti en 2022.
Et il décrit le francocide comme, je cite, le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré. Et il dit, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide. Donc ça, c'est la définition la plus globale qu'il va en donner. Donc il faut bien comprendre que ça va plus loin que le simple fait de tuer. Et il le dit lui-même, dans la manière dont il a conceptualisé lui le mot francocide, il s'inspire de la stratégie des féministes pour imposer le terme féminicide. En fait, il va reprendre la même logique, dire c'est pas un fait divers, c'est un fait politique. Et comme c'est un fait politique, il faut le nommer, et donc c'est pour ça qu'il va donner le francocide. C'est une vision systémique des choses pour lui. D'accord. Donc c'est lui qui l'a inventé, ce mot? Bah en fait, oui, c'est pas lui qui l'invente à proprement parler, mais c'est lui qui le reprend. Et quand il le D'accord. reprend, le fait qu'il le rattache au féminicide, ça permet de jouer sur l'ambivalence du francocide, à savoir est-ce qu'il vient de l'homicide ou est-ce qu'il vient du génocide. Et effectivement, quand on regarde d'où vient le mot francocide, on voit qu'il a plus de liens avec le génocide qu'avec l'homicide à proprement parler. Donc on se demandait d'où est-ce qu'il vient. À la base, les premières occurrences qu'on trouve du francocide, c'est au Québec. Donc il y a D'accord. 2 universitaires. Donc le premier, c'est Isaac Bazier, en 2003. Donc lui, il est professeur en études littéraires. Et lui, il va utiliser le francocide comme un adjectif pour désigner le fait de détruire ce qui est culturellement français. Et il y a Ok. aussi une thèse d'histoire. Donc ça, c'est en 2007. Donc l'historien il s'appelle Aurélien Yannick. Et lui, donc il s'intéresse toujours au Canada. Et donc c'est une loi constitutionnelle en 1840 qui veut organiser les colonies canadiennes du Royaume-Uni. Et en fait, dans cette loi-là, il n'y a que l'anglais qui est reconnu comme langue officielle. Et lui aussi va utiliser l'adjectif francocide et il va dire que c'est un article de loi francocide. Donc ça, c'est D'accord. les occurrences qu'on peut trouver au Canada. Et quand le mot il est importé en France, donc le mot il vient de la fachosphère, et c'est plus un adjectif, et ça va devenir un nom. Et ça, c'est une transformation grammaticale qui est hyper importante, parce qu'en fait, on passe donc de l'adjectif, qui est pas autonome, qui doit forcément s'adjoindre à un nom pour exister, à un nom qui va référer à lui seul à un objet du monde. Et en fait, ça c'est hyper important parce que le fait de référer à un objet du monde, ça implique l'existence de cet objet en lui-même, même si l'existence elle est imaginaire. Ok. On pourrait prendre l'exemple du Père Noël, par exemple. Le Père Noël, dans le sens commun, il n'existe pas, mais le fait qu'il y ait un mot, ça renvoie à une réalité, même si la réalité, Mhm. elle est imaginée. Là, nous, Ok. si on invente un mot, je sais pas quel mot est-ce qu'on pourrait inventer maintenant, un mot qui n'existe pas. Euh, Ok. Euh, c'est pas facile en voilà. fait. Non, attends, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme mot? Un coq sans grue. Un Un coq coq sans sans grue. grue, bah, par exemple. Voilà. Bah, le coq Un sans coq sans grue, grue. comme le Père Noël, au sens commun, il n'existe pas, mais en plus, il renvoie à rien du tout. Il renvoie pas à un objet du monde parce que c'est pas un mot. Donc en fait, l'absence de mot, ça implique l'absence de l'existence de l'objet dans la réalité. Donc inversement, le fait qu'il y a un mot, ça implique le fait qu'il y a un objet social, même si cet objet-là, il est imaginé ou il est fantasmé. Donc Ok. dans la fachosphère, donc l'origine du francocide, en fait, une des premières occurrences que moi j'ai trouvées, c'est en 2018, dans une revue qui s'appelle Riposte laïque, donc c'est une revue d'extrême droite. Et c'est un billet de blog qui est intitulé Nous assistons à un nouveau génocide, le francocide. Et donc en fait là on revient à l'ambiguïté de Zemmour où lui dit c'est un mot qui vient de l'homicide et qui vient du féminicide, mais en fait quand on retrace sa généalogie, ça vient du génocide. En fait ça joue sur cette ambiguïté là entre l'homicide du français et le génocide du français. Et c'est d'autant plus compliqué que justement ça n'a pas été conceptualisé en fait, il n'y a pas eu de définition. Donc c'est d'autant plus ambigu et c'est d'autant plus compliqué de le contrer que c'est un peu soluble, quoi. Il n'y a pas vraiment de définition ferme à laquelle on pourrait se raccrocher. Se référer, ouais. Et donc j'ai deux questions. La première question au niveau du Canada, où on trouve les premières occurrences du francocide, il n'y a pas de visée raciste, genre une personne de souche versus des immigrés. C'est vraiment au niveau de... Parce qu'on sait à quel point le Canada, le Québec est très attaché à Ouais. la préservation de la langue française dans ce bastion entouré par des anglophones. Voilà. Euh, on salue nos amis canadiens, québécois. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des sous-entendus racistes en dessous? Et ma deuxième question, le fait que francocide soit proche du génocide, en fait,
ça sous-entendrait en fait toute sa dialectique à Zemmour avec sa notion de grand remplacement aussi. En fait, ça fait partie de... C'est dans la droite ligne, non? Ça va avec, quoi. C'est un Ouais, package. exactement. Bah, pour la première question, ouais, au Canada, c'est pas du tout vu comme raciste. Et vraiment, oui, il faut vraiment le comprendre dans le contexte de au Québec, c'est hyper important la préservation de la langue française. Donc, ce qui est désigné comme francocide, c'est toujours des attaques sur la langue, en fait. C'est détruire ce qui est culturellement ou linguistiquement français. Donc, au Canada, il n'y a pas du tout de sous-entendu raciste. Et pour la question du grand remplacement, bah, effectivement, en fait, Zemmour, il va s'inspirer directement de cette logique-là. Et le grand remplacement, il faut comprendre que c'est une théorie qui, en fait, a longtemps été présente dans l'extrême droite, même si elle a émergé que dans les années 2000. Et en fait, Ok. il y a un bouquin qui est sorti dans les années 70 qui s'appelle Le camp des saints. Donc c'est de Jean Raspail. Et en gros, lui, c'est un espèce de roman où il y a des migrants extra-européens qui arrivent en masse sur les côtes françaises. Et lui, il voit ça. En fait, enfin, ils vont arriver tellement en nombre qu'il y a un espèce d'apartheid qui va se mettre en place, mais un apartheid des blancs. En fait, qui vont être mis en minorité dans leur propre pays. Donc en fait, c'est ça l'angoisse de base qui traverse l'extrême droite et qui traverse cette idéologie du grand remplacement, c'est le fait de devenir une minorité dans son propre pays. Et cette angoisse-là, elle va être reprise par Renaud Camus dans les années 2000, et c'est lui qui va vraiment théoriser cette notion-là, qui va être ensuite repris par le FN. Et en fait, D'accord. ce grand remplacement-là, ça amènerait à une disparition du peuple qui vivait là de base, en fait, du peuple autochtone. Et Ok. ça se base sur un récit scientifique, on va dire, entre grosses guillemets, par la Ouais. démographie, en fait, D'accord. qui dit que c'est par l'immigration que le peuple va disparaître. Et en fait, si on creuse un peu ce que dit Camus, il va pas seulement dire que c'est une question démographique, il va aller un peu plus loin. Donc effectivement, il y a trop d'immigration, donc les blancs disparaîtraient au profit, en gros, de l'immigration africaine. Ça, c'est la théorie de Camus. Mais il va un peu plus loin, et il dit qu'il y a aussi une variable culturelle. Les Français et les Européens en général seraient pas assez attachés à leurs racines, alors que les peuples qui vont les substituer, eux, que ce soit culturel, ethnique ou religieux, ils vont s'affirmer et ils vont voir comme une fierté toutes ces variables-là. Donc le remplacement, il se fait à la fois de manière culturelle, religieuse, en plus de la démographie. Donc en fait, il y a un remplacement de la population blanche au profit de la population africaine et musulmane. Mais il va vraiment se centrer sur cette variable culturelle et démographique. Et donc ça, effectivement, ça va nous permettre de lier les deux notions, en fait, entre le grand remplacement de Camus, pardon, et le francocide de Zemmour. En fait, c'est une conséquence, le francocide. D'abord, tu as le grand remplacement, et en fait, dans la logique, c'est le grand remplacement qui, au final, on peut le voir un peu comme un truc un peu linéaire d'avancement, en fait. En fait, c'est comme une aggravation du grand remplacement. Moi, je pense qu'il faut le voir comme deux thèses un peu parallèles, mais qui, au final, rejoignent le même point, mais dans la manière dont, si on remonte encore dans les années 70, il y a des intellectuels de ce qu'on appelle la nouvelle droite, donc en gros, c'est des néo-nazis, en gros. Et il y a des auteurs comme François Duprat qui, dès les années 70, vont dire tout ça, en fait, vont alerter sur les dangers de l'immigration qui vient d'en dehors de l'Europe. Et en fait, ces angoisses, c'est à peu près les mêmes que Renaud Camus. Et dès les années 70, il parle du danger à terme d'un génocide de notre peuple. Ça, c'est dans la revue Militant, dans les années 70. Et en fait, euh, moi, je pense qu'il faut voir les imaginaires francocidaires et remplacistes comme deux parallèles, même si c'est un peu pile et face d'une même pièce. Mais en fait, cette nouvelle droite-là, cette nouvelle droite qui est néo-nazie, qui est dans les années 70, qui prône une lecture raciologique du monde, donc vraiment avec une hiérarchie des races, eux parlent de réalisme biologique. En fait, tout ce courant-là, il va être complètement marginalisé dans les années 70. Et ce que va produire Camus, c'est une réactualisation de ces thèses pour les rendre acceptables. Et en fait, je pense que la ligne qu'il faut, enfin le parallèle à établir entre francocide et grand remplacement, c'est la même qu'il faut établir entre Le Pen et Zemmour. De dire qu'au fond, ils veulent arriver au même point, mais c'est deux parallèles différents dans la manière dont ils vont narrer les choses et la manière dont ils vont le présenter discursivement. Il y a quand même de grandes différences où il y a un grand remplacement par migration, où en fait le trop-plein démographique va faire que les blancs vont disparaître, alors que de l'autre côté, il y a vraiment un grand remplacement
par génocide en fait, où il y a une contre-colonisation, où où les anciens colonisés vont en fait venir se venger des Français en les tuant, en les violant, en les tabassant. En quoi Zemmour diffère de Le Pen dans une même idéologie parce qu'ils sont du même bord politique, on va dire, c'est deux partis d'extrême droite, mais en quoi leur conception politique varie? Est-ce qu'il y a vraiment ils ont des grosses différences entre eux? En fait, la différence principale entre les deux, c'est que Zemmour, lui, il se revendique ouvertement comme étant de droite. Et donc lui, sa grande idée, c'est faire le rapprochement de toutes les droites. Alors que Marine Le Pen, elle est beaucoup plus ambiguë sur ce sujet-là, et elle dit je réunis les patriotes de tous les bords. Donc même si en principe c'est un peu moins vrai, cette stratégie-là, elle s'est accompagnée d'une stratégie qu'on appelle de dédiabolisation, même si c'est purement discursif, c'est que dans les discours, c'est communicationnel en fait. Mais du coup, Zemmour, il veut émerger dans cet espace politique-là, mais confronté à la réalité politicienne, il est obligé, pour exister politiquement, d'émerger à sa droite. Et donc c'est pour ça que, ça c'est dans la dernière partie de mon mémoire, je dis que euh, le francocide, en fait, c'est une allégorie du style politique de Zemmour. C'est un style politique beaucoup plus franc, beaucoup plus violent et beaucoup plus de droite, en fait. Et donc c'est pour ça que, si on est très pragmatique, en fait, on peut juste voir le francocide comme un outil de stratégie politique. Donc l'extrême droite a ses propres angoisses. Les Le Penistes, comme on l'a dit un peu avant, eux, ils disent que c'est les dangers de l'immigration, donc ils parlent de grands remplacements. Et les humoristes, eux, ils vont dire, comme on l'a dit aussi, qu'il y a un renversement, enfin, eux, ils vont opérer un renversement victimaire, dire qu'il y a une contre-colonisation, et les Français se font tuer pour des raisons ethniques ou religieuses, donc le francocide. Donc en fait, c'est la stratégie de la fenêtre d'Overton, en fait. C'est pas, même si je trouve que, moi, c'est pas une stratégie, enfin, c'est pas une théorie que, pour laquelle je donne beaucoup de crédit politiquement, mais en tout cas, euh, de manière communicationnelle, c'est une stratégie qui est opérante parce que même si politiquement, je ne sais pas si elle produit grand-chose, mais en tout cas, c'est elle qui va mouvoir la stratégie des acteurs, où eux vont se référer à cette fenêtre-là euh, quand ils vont parler. Donc, c'est pour ça que c'est important de remettre le francocide dans son contexte d'énonciation, parce que c'est un truc, je pense qu'on a un peu plus de mal à le voir maintenant, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est de dire qu'au moment où Zemmour émerge et parle le francocide, c'est le moment où il y a une espèce de flottement ou de doute sur Marine Le Pen. On se dit, et si à droite, c'était pas elle en fait? Si c'était plutôt Zemmour? Donc en fait, en miroir de la dédiabolisation du RN, Zemmour, il va investir la langue de manière hyper violente, par des outrances, par des attaques et par le francocide. En fait, il veut trianguler le RN et le marginaliser dans son propre camp. Donc si on est vraiment très pragmatique, en termes de politique politicienne, on pourrait dire que en fait, le francocide, euh, c'est euh, euh, bah, c'est juste une stratégie politique pour marginaliser Marine Le Pen dans son propre camp, pour la déborder en fait par sa droite. Mais tu penses qu'il y... Après, je sors complètement du champ de ton mémoire. Tu penses qu'il y croit vraiment ou c'est une stratégie politicienne? Ou c'est vraiment, tu vois, c'est le concept utile qui va justement permettre des outrances et des choses comme ça, de marquer, de montrer. Tu vois, t'as une Marine Le Pen qui essaye de pas montrer trop qu'ils sont racistes. Même si quand tu regardes toutes les casseroles de ces députés, tu dis allez, c'est bon. Voilà. Et le fait d'essayer de lisser sa communication, toute proportion gardée entre gros guillemets, le fait qu'en face, t'es un mec qui y va, etc., avec le génocide contre les blancs de souche, enfin les Français de souche, nanana, et forcément ça marque plus, forcément c'est peut-être un peu plus vendeur, parce que c'est plus chaud, tu vois, ça fait plus le show. Est-ce que tu penses qu'il y croit vraiment ou c'est une stratégie vraiment politicienne pour ça va plus marcher parce que regardez, moi je fais le show quoi en gros. Moi, je pense que c'est un peu des deux, parce que c'est vrai que quand on retrace la généalogie de la pensée de Zemmour, on retombe très vite sur les François Duprat et sur tous ces auteurs de la nouvelle droite qui, on va dire, pour être gentil, flirtaient avec le néonazisme en fait. Donc moi, je pense qu'il y croit vraiment, que vraiment dans sa matrice, il y a une opposition du eux au nous, de la chrétienté contre l'islam, de l'Occident contre l'Orient, et que ça, c'est un matériau que j'ai pas utilisé du tout, mais c'est les think tanks.
Et je suis sûr qu'il y a plein de think tanks d'extrême droite. Je pense au réseau Iliad. En fait, c'est les héritiers du Grèce. Et en fait, eux, c'est les héritiers directs de cette nouvelle droite. Eux, c'est vraiment des néo-nazis. Eux, c'est vraiment l'Europe blanche et pure. Et je suis sûr que c'est eux qui ont fait le pont entre Duprat, Raspail et tous ces penseurs-là avec Zemmour. Et je pense que ça correspondait à la vision du monde de Zemmour. Mais je pense que quand il a vu le mot ou quand il a conceptualisé, il a vraiment vu comme un outil politique. Et il s'est dit banco, quoi. C'est vraiment ça qui va me permettre de me dissocier vraiment de Le Pen. Et c'est hyper intéressant parce que sur les plateaux télé, alors je sais pas si c'est encore le cas, ça faudrait voir, mais en tout cas, à l'époque où j'ai fait mon mémoire, Bardella et Le Pen disaient ouvertement rejeter le mot de francocide. Donc même pour eux, c'était un repoursoi où eux disent dans notre stratégie de dédiabolisation, c'est pas bon. Alors que eux, je pense que pour le coup, ils le pensent un peu. Donc c'est vraiment une notion pivot de l'extrême droite dans leur style en fait. Un style dédiabolisé qui veut se paraître beaucoup plus policé contre un style hyper outrancier qui au final fait la force de Zemmour parce que c'est pour ça qu'il a émergé, mais au fond fait sa faiblesse parce qu'il a fait quoi, il a fait 7% et maintenant il n'existe plus, c'est 0 député, 2 députés européens je crois, ou oui si je crois. Donc en fait c'est à la fois sa force et sa faiblesse et c'est comme ça qu'il a pensé émerger, mais au final ça n'a pas vraiment pris. Je pense que l'importance médiatique qu'il a, elle est beaucoup plus importante que son importance politique. Je pense que politiquement, enfin en termes politiciens, je pense que c'est plutôt un échec. J'imagine, enfin, je repense toujours la débâcle avec la nièce là, de Marine Le Pen, Ah là, oui. Marion Maréchal, la trahison et tout ça après post-élection. J'étais là, oh là là, mais les mecs, on est dans un soap opéra quoi. Ah non, mais c'est vraiment quelqu'un qui a été lâché par toute son équipe, quoi, et qui encore maintenant fait des plateaux. Là, je l'ai vu face à Glucksmann, alors qu'il représente plus rien politiquement. Il est dans les sondages d'opinion pour la présidentielle, alors qu'il a rien annoncé et qu'il apparaît plus depuis 2 ans. Enfin, c'est assez curieux, mais ça a refait le lien encore avec le champ médiatique. Et pour quelle raison est-ce qu'on l'invite? Pour quelle raison est-ce qu'on le sonde? Parce qu'il va faire le show. Moi, ce qui me fait peur, c'est que par contre, tu vois, genre, ça devienne acceptable. C'est le RN. Parce que t'as vu, ils sont différents, quoi. Ils sont pas aussi racistes que Zemmour. Ça peut être le truc, quoi. Mais non, on n'est pas raciste. Regardez, en fait, il y a l'extrême droite, et ben c'est Zemmour parce qu'il est vraiment raciste, vraiment méchant. Voilà, je parle comme une gogole, mais bon, voilà. C'est ça. Alors que tu sais que ça rend plus acceptable d'être RN que d'être zémourien, Je crois qu'on dit je ne sais zémouriste, mais pas. je sais pas Zémouriste. si c'est un vrai Ok, terme. zémouriste. Je sais pas. Un néologisme, voilà, qui n'a pas de réalité vu qu'il n'y a plus personne avec lui. Mais voilà. Non mais tu vois, c'est un peu une angoisse quoi de me dire, ah ben, vu qu'on va pas vers l'outrance, donc c'est plus acceptable d'être au Front, enfin, Front National, Rassemblement National, quoi, tu vois, Bah parce que c'est plus ça, policé, on va dire. ça j'en parle rapidement dans mon mémoire et en fait c'est parce que moi je critique un peu le concept, enfin politiquement, de fenêtre d'Overton parce que bah, c'est ça en fait, c'est de dire que le fait Mm. qu'il y ait des idées plus radicales qui émergent, ça rend plus acceptable ce qui avant était radical. Donc en Oui, voilà, gros, c'est ça. il y a Le Pen qui est radical, il y a Zemmour qui Il y a un émerge à sa mouvement vers droite, le... et du coup il y aura un Voilà, ouais. mouvement où Le Pen apparaîtrait un peu plus centriste, Putain, centriste. Ah. Ah. ou moins d'extrême droite quoi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et moi je conteste pas ça, le fait que bah, Zemmour a émergé, et c'est vrai que Le Pen apparaît dédiabolisé, mais je pense que ça s'explique par d'autres raisons que simplement ça en fait. Je pense que le concept, il n'est pas porteur en soi parce que c'est un concept un peu téléologique pardon, c'est un peu bébé ce que je vais dire, mais qui marche que quand il marche. Ou à gauche, ça marche pas du tout en fait. Ou c'est pas parce qu'il y a Poutou ou Artaud qui vont parler sur un plateau télé que Mélenchon il va paraître plus modéré. En fait, ça marche qu'à droite et je pense que ça marche pour d'autres raisons que des questions de communication et d'outrance ou de dédiabolisation. Donc je pense que je saurais pas l'expliquer. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai critiqué dans mon mémoire, mais j'ai pas creusé un peu plus pour savoir par quoi est-ce qu'on pourrait le remplacer. Mais je me méfierais un peu de cette vision-là. Je pense qu'il y a d'autres. Peut-être ça peut expliquer un peu, mais le fait que ça marche pas du tout pour la gauche, je trouve que c'est un concept du coup qui perd un peu de son intérêt. Je sais pas comment mieux le formuler, mais ouais, je dirais il marche que quand il marche en fait. Enfin, faudrait trouver une autre formule peut-être.
Donc francocide, donc comme tu l'as dit, il n'y a pas de définition officielle, ça n'a pas été conceptualisé, donc c'est un peu un mot fourre-tout, Oui, ou complètement. c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dirait. Et donc du coup, dans ton mémoire, quelles grandes questions tu t'es posé? Quelles sont tes problématiques? Sur quoi t'as focus ton travail? Moi, mon travail, au tout début, comme je l'ai dit, c'était vraiment de l'étudier seulement, en fait, en tant que mot. Et quand j'ai fait mes recherches, j'étais tombé sur une émission des Grandes Gueules de Ok, RMC, où il y avait ok. Zemmour. Et donc Zemmour déblatère son discours donc, sur le francocide. Il y avait trois journalistes, et il n'y en a aucun qui l'a repris. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant de comment est-ce qu'un terme comme ça, qui est ouvertement raciste, peut passer comme ça sur une chaîne bon, qui est de droite, mais qui n'est pas non plus classée comme une chaîne d'extrême droite, quoi. Donc, ma première problématique, c'était un peu de quoi le francocide est-il le mot? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Qu'est-ce qu'il dit sur nous? Et comment est-ce qu'il est acceptable aussi facilement? Et donc, en creusant un peu, je me suis recentré un peu sur la place des idées dans le monde social, en fait. Le fait que, même si les idées... Enfin, que les idées, en fait, elles peuvent naître des observations empiriques, mais qu'elles peuvent aussi naître de représentations qui sont erronées. Mais peu importe d'où elles viennent, en fait, elles existent quand même. Donc, j'ai un peu laissé tomber l'idée de démontrer que le francocide, empiriquement, ça renvoyait à rien. Et je me suis plutôt posé la question de comment est-ce qu'un mot qui correspond à aucune réalité empirique ou mesurable, il peut produire des effets réels quand même. Et donc, c'était ça un peu ma problématique centrale, c'est de savoir comment est-ce que, voilà, même avec quelque chose qui n'existe pas, on peut influencer sur le monde social. Et du coup, ça, c'était ma problématique de base. Et du coup, j'ai séparé un peu mon travail en deux. Dans un premier temps, j'ai travaillé le francocide en tant qu'objet social et discursif, en tant qu'unité lexicale. Et dans un deuxième temps, je l'ai plus travaillé en tant que fait social. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le francocide en tant que fait? Donc, ça traverse plein de questions de l'usage politique de la langue. On a parlé un peu du lien avec le grand remplacement, de la manière dont c'était rendu acceptable dans l'espace public, mais aussi en tant que fait de comment est-ce qu'on peut définir le francocide, quel type de fait est-ce que c'est un fait divers, un fait politique, et dans la dernière partie, c'est un peu plus politicien, où je vois, comme on l'a dit un peu avant, la manière dont le francocide a aussi et surtout été utilisé par Zemmour comme une stratégie de distinction vis-à-vis de Le Pen et de sa Hmm. stratégie de dédiabolisation. Euh, Comment t'expliques en fait qu'un mot, comme tu disais, qui n'a pas de définition ni de conceptualisation, gagne une réalité? Parce que tu l'as dit sur RMC, les journalistes n'ont pas arrêté Zemmour dans son discours sur le francocide. Comment t'expliques qu'en fait les mecs aient compris directement de quoi ils parlaient et en fait c'est comme si c'était une réalité réelle. Ouais, oui, en fait, ça, c'est vraiment le point qui m'a le plus intéressé, je pense, dans mon mémoire. C'est vraiment, ouais, cette idée-là que même si un mot correspond pas au réel empirique ou au réel mesurable, il peut produire quand même des effets réels. Et ça, on peut le raccrocher à la notion d'énoncé performatif. Ouais. Donc, c'est dire vraiment que il y a des énoncés qui vont pas simplement décrire le monde tel qu'il est, mais il y a des énoncés qui vont transformer le monde, ou au moins qui vont avoir un effet sur ce monde-là. Et effectivement, c'est encore plus frappant avec le francocide parce que ça correspond à aucune description du réel empirique, ça on l'a déjà dit. C'est la traduction d'un imaginaire, un imaginaire raciste, xénophobe, haltérophobe, et tout ça. Et en fait, on peut voir le francocide comme une tentative de création du réel. En fait, Zemmour, quand il parle de francocide, il va pas constater un fait empirique, mais il va produire une catégorie. Il va créer une espèce de grille d'interprétation du monde social. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le francocide, en soi, il produit une réalité et surtout, il influence notre manière de regarder le monde social. Quand on voit un fait divers où un étranger ou un Français pardon, a été tué par un étranger, on peut appliquer cette grille de lecture-là francocidaire et on ne voit pas le réel de la même manière. Donc c'est un mécanisme où par la répétition, par la circulation, par la performativité, ça peut créer une certaine réalité dans le monde social, alors même que la réalité désignée à la base n'existe pas. Donc il n'y a pas besoin d'exister empiriquement pour produire des effets dans le monde social. Ok, je sais pas si ça a un lien, mais c'est vrai que quand tu traînes sur les réseaux sociaux, que tu suis les actualités, à chaque fois que qu'on entend que quelqu'un est mort, quelqu'un a été violé, quelqu'un ceci, cela, dans les questions et les commentaires en dessous de l'article,
t'as toujours une question qui va demander quelle nationalité, quelle origine. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, t'as beaucoup de gens qui sautent. Ah bah dommage, il est français. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui vous intéresse? Tu vois, il y a plein de gens qui savent, mais quel est le rapport, etc. Mais je sais pas si c'est déjà une influence. On en parlera après de comment ça rentre dans les esprits. Mais en tout cas, moi, à chaque fois, ça me choque ce genre de questions où je me dis, mais Ah oui, bah ça c'est dans la fachosphère, bah ça c'est tout le temps, mais c'est la manière dont en fait tout cet écosystème idéologique-là va créer une espèce de grille de lecture où en fait on voit le monde social sous le prisme de la race en fait. ouais. Tu parlais de la performativité. Tu peux nous faire une petite définition de ce que tu entends par performativité pour les auditeurs qui seraient pas familiers avec ce concept? Bah en fait la performativité, c'est bah en fait c'est pas très compliqué au fond, c'est juste quand un énoncé il se contente pas de décrire le monde, mais quand il va agir sur le monde lui-même. L'exemple typique c'est dire je vous déclare unis par les liens du mariage. En fait quand on dit ça, quand le maire dit ça, il se contente pas de dire, mais il produit un effet sur le monde. En le disant, il va le faire. Et ça c'est le titre du bouquin de Austin en fait, c'est quand dire, c'est faire. Est-ce que tu dirais que le fait que Zemmour soit, alors ça m'embête de dire ça, mais une figure d'autorité, parce que c'est comme ça que tu le désignes, le fait qu'un mot soit prononcé par une figure d'autorité, ça lui donne encore plus de réalité, encore plus de pouvoir. Bah ouais, parce qu'en fait, justement, dans cette notion de performativité, il faut bien comprendre que un mot, il est jamais, ou un énoncé, il est jamais performatif en soi. Même si on revient sur l'exemple, si moi là je dis maintenant, je vous déclare unis par les liens du mariage, je dis mais je fais rien. Donc là, mon énoncé, il n'est pas performatif. Mais si un maire le dit pendant le mariage, à ce moment-là, ça devient un énoncé performatif. Mais si le même maire le dit à deux personnes dans la rue qu'il ne connaît pas, là, ça Oui, ça produit n'a rien aucun non plus. impact, ouais. Donc l'énoncé, il est jamais performatif en soi, il faut toujours comprendre le contexte et la relation de pouvoir pour comprendre cette notion de performativité-là. Donc en fait, même Austin, dans son bouquin, il va distinguer les deux, et lui, il dit, il va distinguer les énoncés constatatifs, donc ceux Mhm. qui vont simplement décrire une réalité, donc qu'elle soit vraie ou fausse. Donc par exemple, le ciel est bleu. Des énoncés performatifs qui, eux, vont agir sur le monde. Donc, comme on l'a dit, pendant un mariage, un maire qui déclare je vous unis par les liens du mariage. Et on peut prendre d'autres auteurs comme Bourdieu, qui, dans Langage et pouvoir symbolique, lui, va dire la même chose et va dire qu'en fait, la langue, c'est une représentation. Et cette représentation, elle va avoir un pouvoir sur le monde. Donc là, toujours le caractère performatif de dire que la langue et les mots peuvent agir sur le réel. Et Bourdieu, là où c'est intéressant, il va aussi insister sur l'origine sociale de la langue et dire que la langue c'est un produit social. Et là on peut raccrocher nos wagons avec Zemmour où le fait d'être quelqu'un, le fait d'être une figure d'autorité, ça permet cette création de la langue en fait parce que c'est jamais un acte isolé. C'est pas un individu seul qui peut créer un mot, mais c'est vraiment tout un écosystème qui va permettre d'imposer une vision du monde social. Et pour vraiment comprendre cette logique, il faut vraiment avoir une vision, moi j'ai une vision un peu marxiste, mais en gros, agonistique du monde réel. C'est dire que le monde social, il est traversé par des conflits sociaux et par des rapports de force. Et que dans toutes les interactions du monde social, il y a des rapports de force. Et dans le champ linguistique, on n'échappe pas à cette règle. Donc, si on part du principe, ça c'est un peu le principe général, que la langue, ça a trois fonctions. Communiquer, organiser le réel et transmettre, bah, on se dit qu'il y a certains groupes sociaux qui ont entre guillemets les moyens de production de la langue. Donc ces groupes sociaux-là, ils peuvent influencer la manière dont les individus ont de communiquer, ils peuvent influencer la manière dont les individus organisent le réel, et ils peuvent influencer la manière dont les individus transmettent. Et là, c'est les travaux de Ferruccio Rossilandi, que j'utilise dans mon mémoire, donc c'est un linguiste italien qui est marxiste. Et lui, il va établir cette homologie-là entre la production matérielle et la production linguistique. Et pour lui, en fait, il faut voir la langue comme un produit qui circule sur un marché. Donc il y a des structures de domination dans le champ linguistique, et elles viennent aliéner l'individu qui est seul dans la pratique de sa propre faculté de parole. Et en fait, comme Zemmour et ses alliés, ils ont les moyens d'imposer et de produire un mot sur le marché linguistique, parce que, pour reprendre la typologie de Bourdieu, ils sont fortement dotés dans tout un tas de capitaux, ils vont avoir la possibilité de créer un mot, et donc de créer et façonner une réalité sociale. Donc en fait, ils peuvent imposer leur vision du monde, même si c'est à relativiser bien sûr, mais ils peuvent participer à imposer une vision du monde qui est la leur,
et donc de déposséder certains individus de leur vision du monde. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec sur les réseaux plein d'individus qui ils vont dire quelle est l'origine du tueur, quelle est la religion, quelle est la couleur de peau, etc. Et donc là, si on fait le lien avec le concept de violence symbolique de Bourdieu, bah en fait, les dominés, ils vont intérioriser la vision du monde des dominants. Donc on peut voir le monde social avec les lunettes des dominants. Donc ici, Zemmour, il participe à créer ça, à faire en sorte qu'il y ait certains individus qui soient aliénés linguistiquement et qui vont voir le monde social à travers la grille de lecture du francocide. Ouais. On a l'impression que donc il y a la phase d'incarnation, d'autorité d'un mot. Et puis tu parles aussi dans ton mémoire du rabâchage en fait, le fait de le Oui. marteler. Tu peux nous expliquer l'importance justement du martèlement et à quel moment en fait on passe d'une formule comme ça à un fait, enfin un fait réel, non, parce que ce n'est pas réel toujours, mais à une formule qui va façonner en fait et réorganiser, je sais pas, tu m'arrêtes hein, si je dis des conneries, à Non, 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 réorganiser mais le débat public, on va dire. bah, en fait, le passage du mot à la formule, ça, c'était vraiment un point où, dans mon mémoire, enfin, pour moi, ça part d'un point un peu conceptuel où j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était pas le mot en tant que mot, mais c'est le mot en tant que formule, en fait. Bah, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on peut s'approprier un mot en tant que mot. Si nous, on reprend l'exemple du mot qu'on avait inventé avant, que j'ai oublié, coxy quelque chose, Coccygrule, euh, je sais pas. coxygrule, voilà. C'est un mot qui n'a pas d'impact, puisque nous, sur le champ symbolique et sur le champ linguistique, on n'a pas les moyens de production de l'imposer. Et surtout, on a créé un mot en tant que mot. Même si on lui associe une définition, on va créer une unité lexicale, on va associer un sens à un son, mais on aura simplement créé un mot en tant que mot. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est pas d'étudier le francocide en tant que mot, mais étudier le francocide en tant que formule. Et la formule, c'est le fait que la répétition du mot dans l'espace public va faire qu'un simple mot, une simple unité lexicale, va cristalliser des enjeux politiques et des enjeux sociaux. Donc, et ça, c'est ce qu'on disait avant sur le plateau, c'est le fait que quand le mot devient formule, il a un sens immédiat pour celui qui le prononce et pour celui qui le reçoit. Donc tout le monde comprend ce que Zemmour veut dire quand il parle de francocide. Et donc c'est pour ça que c'est important de le rabâcher et de le répéter sur les plateaux télé. C'est pour qu'il fasse sens immédiatement pour celui qui l'entend comme pour celui qui le dit. Et donc ça, évidemment, c'est un processus hyper important et c'est un processus qui a à voir aussi avec la manière dont les médias peuvent répercuter certaines formules et certains mots. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment en fait, on peut accepter, tu sais, la création d'une espèce de nouvelle mythologie sans réagir, en fait. Est-ce que Bah, ça voudrait dire que, je vais pas dire que les médias cautionnent, c'est l'invention, enfin, oh là là, là, on va critiquer. Mais tu vois, mais tu vois, c'est bizarre quand même comme démarche où personne ne va s'attaquer à quelque chose qui est factuellement faux, en fait. c'est toute la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle des médias et comment est-ce qu'on peut expliquer ce rôle des médias-là. Je trouve que c'est une question assez compliquée dans la mesure où il n'y a pas vraiment de réponse définitive. C'est quand même intéressant pour comprendre ça, d'étudier la relation entre le public et les médias. Et en fait, bah, c'est un débat qui se pose depuis X années. C'est un débat un peu d'infocom, mais de qui influence qui en fait. Est-ce que bah, les premières théories, c'était la théorie de la seringue hypodermique. Donc ça, c'est Laswell et qui dit en gros, bah, les récepteurs, ils sont passifs. Ils sont sous l'influence complète de l'émetteur. Donc ça, c'était pour comprendre un peu la propagande nazie. C'est dans les années d'après-guerre. Ensuite, on a une nouvelle théorie, c'est la théorie de la communication à double étage, la Two-Step Law of Communication de Katz. Et en gros, ça, c'est dire que, en fait, il y a deux niveaux et les récepteurs, donc, enfin, les citoyens, en gros, eux, vont être sous l'influence de leaders d'opinion. En gros, dans les groupes sociaux, il y a toujours un leader d'opinion qui va un peu influencer la manière dont dont les individus réfléchissent. Et moi, la théorie que enfin, la démarche pour laquelle j'ai opté dans mon mémoire, c'est un peu une vision constructiviste du rôle des médias, dire que ils vont façonner nos catégories de perception, donc les médias ont une influence sur nous, et ils vont contribuer à construire la réalité dans laquelle on évolue. Mais les journalistes eux-mêmes, ils évoluent dans la réalité du monde social. Donc en fait, c'est un espèce de cercle vicieux ou vertueux.
vis-à-vis du point de vue dans lequel on se situe. Et donc, c'est intéressant de voir comment est-ce que les médias peuvent rendre ça acceptable. Et je pense qu'il y a deux manières de le voir, même trois. En fait, il y a la première manière, c'est la manière politique, de dire que les acteurs politiques comme Zemmour, par exemple, ils ont tout intérêt à dérouler leur discours sur ces chaînes-là. Et la deuxième vision, donc, c'est aussi d'insister sur le rôle des journalistes, de dire que les journalistes aussi font partie du monde social, et donc ça, ce serait un peu voir les médias comme le reflet de la société. Donc si la société, elle est prête à accepter le francocide, c'est pas déconnant de penser que les médias aussi le sont. Et aussi, c'est de dire que les médias, en fait, ont un agenda propre, et les médias, on peut prendre l'exemple de Bolloré, en fait, ont à la fois un agenda politique, donc à la fois veulent essayer de placer leur pion politique et promouvoir leur vision très ultra conservatrice du monde social, à la fois ont des volontés politiciennes de dire si Bolloré il soutient plus Zemmour que Le Pen, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il sait que Le Pen il en fera rien parce qu'il n'a pas vraiment de prise sur elle, alors que c'est lui qui a fait Zemmour, donc il sait que dans un sens il lui est redevable. Et il y a aussi des logiques commerciales, c'est ce qui fait réagir, c'est ce qui fait du clic, c'est ce qui crée de l'engagement, de l'audience, et c'est des chaînes privées, donc c'est des chaînes qui cherchent à faire un maximum de profit. Donc comme ça marche, comme cette outrance-là marche et crée de l'engagement, c'est aussi ça qui va faire que sur les plateaux, c'est pas forcément repris, c'est accepté et c'est invité en fait. On invite Zemmour, on sait très bien de quoi est-ce qu'il va parler. On sait bien qu'il va parler du francocide. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à le contrer frontalement alors qu'il est invité pour ça en fait. Donc je pense qu'il y a toutes ces logiques-là qui s'entrechoquent. Ouais. Et si, est-ce que tu penses qu'on pourrait parler même de performativité involontaire? Parce que j'imagine qu'il y a bien des journalistes sur des chaînes télé qui ont essayé de dénoncer. J'imagine, voilà, ça me paraît évident, dénoncer ce terme, etc. Mais en fait, est-ce que le fait même de s'attaquer au francocide, ça lui donne pas encore plus de réalité? En fait, ça le met pas encore plus sur le devant de la scène, ou ça lui donne encore plus un peu corps, on va dire. Ça complètement, et ça même plus globalement, c'est une question à laquelle moi je me suis retrouvé confronté à ma modeste échelle, En fait, c'est compliqué parce que Zemmour, il a juste à dire francocide sur un plateau, et il y a toute une armée de journalistes, d'universitaires, de travaux, d'articles, de mémoires qui vont s'efforcer à le contredire. Mais en fait, tous ces travaux-là, tous nos travaux à nous, même ce qu'on fait là en ce moment, involontairement, on remet le francocide au devant de la scène, on lui permet d'exister, on le permet d'être répété, et donc c'est vrai qu'il y a une espèce de performativité involontaire où, qu'on soit pour ou contre, on fait partie de l'écosystème du francocide. Donc c'est une espèce de pseudo-notion qui va s'inscrire un peu comme un pivot, qu'on soit pour ou contre, on va s'y référer quand même, donc c'est un référent obligé. Donc ça c'est vrai, que même quand on contredit le francocide, on contribue à le faire exister, mais j'arrive pas vraiment à trouver Je sais pas comment est-ce qu'on peut se sortir de ce piège-là en fait. Et c'est un peu, on n'en a pas trop parlé, mais ça c'est Alice Kriegplank qui en parle. Et en gros, elle s'intéresse à comment est-ce que le mot devient formule. Et elle dit qu'en fait, il y a tout un tas de mots qui va apparaître. Donc le francocide, le génocide des Européens, le génocide blanc, l'ethnocide. En fait, toute cette nébuleuse de mots-là, qui relève un peu de la trouvaille lexicale ou de l'invention littéraire, il y a un moment où le mot va se figer. Et où dans ce mot figé va se cristalliser tous ces enjeux politiques-là. Donc cette étape-là du figement, où donc actuellement c'est toute cette nébuleuse-là a été figée dans le mot francocide. Donc il y a trois étapes dans ce figement. Premièrement, le mot se fige. Deuxièmement, il se répète. Donc nous, on participe aussi à le répéter. Et troisièmement, il perd sa capacité à être discuté en tant que mot pour devenir évident. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve piégé, puisque comme le mot est devenu évident, pour le rendre moins évident, on est obligé de le contredire, mais on revient à la deuxième étape qui est celle de le répéter. Donc il y a cette performativité involontaire où, même quand on est contre le terme, même quand on s'y oppose, on va quand même faire sa publicité. Mais si on ne le fait pas, le mot est évident. Donc en fait, il y a un espèce de cercle vicieux où on est pris au piège nous-mêmes du figement et on est condamné à cette performativité involontaire. Donc ça, c'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée et j'ai pas trouvé de réponse à comment éviter ce piège-là en fait. Donc du coup, ce que tu me dis, c'est qu'il faudrait que je sorte pas le podcast. C'est ça. Non mais c'est quand même une vraie question parce que j'ai pas mal d'amis qui m'ont charrié sur le fait que si on lit que mon mémoire, enfin que le titre pardon, on peut penser que je suis pour le francocide et je me dis il y a peut-être des gens d'extrême droite qui vont tomber dessus et qui vont se dire chouette.
l'existence du francocide. Dis donc, Sciences Mais Po ça, c'est un Lyon, vrai ouh. truc de. Donc c'est compliqué en fait de se sortir de ça. Je sais pas s'il y a de bonnes manières de le faire. Je sais pas, mais en même temps, le définir, c'est aussi peut-être aider à le combattre, savoir. Je sais pas qui disait ça. Je sais pas qui disait ça, qu'il valait mieux connaître ses ennemis pour savoir qui ils étaient, les identifier et pouvoir. Je sais pas si c'était pas Thatcher. Donc je pense que c'est une mauvaise. Il a parlé des Irlandais. Donc je sais pas si c'est un truc, mais c'est pas dénué de vérité, même si dans le cas historique, c'est pas ouf quoi. Tu parlais du figement il y a quelques minutes. Est-ce que c'est pas aussi le problème du francocide, c'est pas aussi que à chaque fois qu'il se passe un événement, donc toi tu parles dans ton mémoire de Samuel Paty, de Lola, de ce qui s'était passé à Annecy. Est-ce que c'est pas aussi parce que on met une charge émotionnelle derrière ces événements et ensuite ça permet en fait que ce soit repris pour être taxé de francocide. Et à partir du moment où tu fais rentrer les sentiments, surtout quand ça touche des enfants, à Annecy, c'était un monsieur qui était rentré dans un parc et qui avait attaqué des petits-enfants au couteau. Samuel Paty, bon bah c'est le professeur qui s'est fait égorger. Et la petite Lola, alors la petite Lola, elle a été tuée. En gros, c'était à Paris. Et c'est vraiment un crime barbare où elle a été tuée, découpée en morceaux, mis dans une valise et C'est tout. ça, et son papa s'est suicidé quelques mois plus tard, je crois. Enfin, le truc vraiment du tragique, sur du tragique, sur du tragique. Donc, est-ce Ah que ça, je le fait savais qu'il y pas ait... ça j'ai. Mais si, je crois, je crois. Mais il y a eu le procès il y a pas très très longtemps, là. C'est une dame qui l'a tué. C'était une voisine ou un truc comme ça. Je crois qu'elle a voulu faire rentrer la valise dans un taxi. Le monsieur l'a aidé à Oui, le oui, non, porter. Enfin, c'est un complètement, truc, ouais. mais c'est fou, c'est aberrant. Donc, ouais, justement, est-ce que parce que, en fait, on va utiliser cette émotion où ça touche des gens, enfin, c'est des crimes barbares et horribles, que ça contribue pas encore plus, en fait, à le légitimer, si on peut utiliser ce terme-là, encore une fois, avec des grosses guillemets. Bah complètement, en fait, il y a un effet de récupération et de dramatisation où on va jouer sur le pathos et on va jouer sur une histoire sordide qui va faire un peu, peut-être pas le tour du monde, mais en tout cas, où en France, on va en parler énormément et on va y accoler, on va le récupérer pour le politiser. Et c'est cette politisation-là qui va imprimer dans les esprits le fait qu'à chaque fois qu'un crime se passe selon cette même configuration, où quelqu'un qui est français et qui est blanc est tué par quelqu'un qui est étranger et qui n'est pas blanc, on va y accoler l'étiquette du francocide. Donc il y a vraiment cette récupération-là, et on va vraiment jouer sur l'émotion, et s'il y a... En fait, on ne catégorise pas comme francocide, ou en tout cas Zemmour ne catégorise pas comme francocide, euh, un fait divers où il n'y aurait pas une certaine émotion, en fait. Où il faut vraiment que ça joue sur le pathos et que on ait le cœur retourné, et après ça, il va y accoler le terme de francocide pour vraiment jouer, c'est ce qu'on appelle l'effet de dramatisation, en fait. Et donc, c'est ce qui explique que ça fonctionne aussi bien, quoi, que ça puisse donner du jus et alimenter, encore une fois, cette mythologie qui justifierait que des étrangers seraient présents en France pour tuer du français, quoi, en fait. Bah complètement. Là, je sais pas si ça a vraiment un effet politique, mais ça a surtout un effet rhétorique, en fait. Où dans les débats, c'est très dur de le contrer sur ce point-là, parce qu'il va tout de suite jouer sur l'émotion, et le récepteur, il va forcément aller capter cette émotion-là, parce qu'il va être touché par l'histoire, et l'autre va être vu comme quelqu'un qui est insensible. Donc c'est dur, quand il y a un fait divers aussi dramatique, de le ramener simplement à sa marginalité ou à sa notion de diverse, en fait. De dire, bah, c'est juste une exception, même si c'est malheureux, mais c'est pas un système. En fait, c'est un discours qui, dans le feu du moment, est inaudible, alors que le discours inverse, de dire que c'est un problème systémique, lui, il va être beaucoup plus audible. Donc, du coup, il va vraiment jouer sur ce pathos-là, parce que c'est aussi un moment de décrédibilisation du discours inverse, qui voudrait dire que c'est juste, pas un détail, mais que, en gros, c'est pas quelque chose de systémique. En gros, est-ce qu'on peut dire que Éric Zemmour transforme un fait divers tragique, donc Lola, Samuel Paty et l'attaque au couteau à Annecy, en fait politique? Mais est-ce que ça a une réalité en fait? Est-ce que c'est vraiment... Enfin, comment on définit un fait politique dans ce cadre-là? Bah, en fait, c'est un peu compliqué, et c'est vraiment la manière dont moi j'ai dû l'aborder, c'est en fait, quand on regarde cette question-là, on a un réflexe un peu militant ou politique de gauche de se dire, on va le contredire sur son propre terrain. Lui dit que c'est un fait politique, et nous on va dire, bah non, c'est un fait divers parce que ça fait pas système. Et en fait, quand je l'ai étudié d'un peu plus près,
Alors, je suis pas sûr de moi, c'est ma propre théorie et ça a fait un peu bondir mon jury de thèse parce que dans mon jury, il y avait Bérénice Mario et elle travaille justement sur ces questions de faits divers, même si ça s'est très très bien passé, hein. Mais en fait, moi la vision que j'en ai, c'est que vouloir catégoriser le francocide en tant que fait, en fait, c'est une impasse à la fois théorique et idéologique parce que dire que c'est seulement un fait divers, moi ça me pose problème, mais dire que c'est pas un fait politique, ça me pose problème aussi, mais dans le même temps, je pense pas du tout que ça désigne une réalité empirique. Pourtant, factuellement, je me retrouve dans le camp, en disant que c'est pas un fait divers mais un fait politique, je me retrouve dans le camp en gros des néo-nazis, des identitaires et des hémoristes qui disent bah oui, c'est un fait politique. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir déjà sur moi-même, ça m'a fait un peu peur, je me suis dit oh là là, mais où est-ce que Je je suis pas vais? du bon côté en fait. Mince. Et surtout, ça m'a fait me dire, je l'ai dit dans mon mémoire et je le redis ici, que faut vraiment prendre des pincettes sur ce que j'ai développé moi, mais j'ai pas assez lu précisément d'Infocom et de voilà pour vraiment être voilà à 100%. Enfin, il y a peut-être une réponse toute faite qui existe pour me contredire sur ça, mais je trouve que si on essaye de définir le fait francocide, donc tous ces faits-là où un Français est tué par un étranger, la typologie souvent c'est fait divers, fait social, fait de société, fait politique. Et à gauche, celui qui revient le plus, c'est la notion de fait divers. Et donc si on s'intéresse à ce qu'est un fait divers, quand on veut le définir, en fait c'est une catégorie journalistique. La définition la plus basique, c'est ce qui appartient à la rubrique des faits divers dans les journaux. Donc c'est une catégorie qui est normative et c'est pas une catégorie ontologique où en soi un fait divers est jamais divers. C'est quelque chose qui est construit et c'est pas quelque chose qui est inné. Donc Zemmour et tous ses soutiens, ils vont essayer de prendre ces faits divers, prendre ces faits qui appartiennent à la rubrique des faits divers, pour en faire des faits politiques. Ils vont prendre tous les cas des francocides, donc définis par Zemmour, et vont les politiser. Donc à ce moment-là, on pourrait créer une espèce de catégorie des faits divers politisés. On va investir politiquement des faits qui sont rangés dans la rubrique faits Pour leur divers. donner plus de force en fait. Exactement. Exactement. Donc en fait, pour nourrir leur discours à eux, ils vont politiser certains faits divers. Mais c'est important de bien comprendre que un fait divers, il n'est pas forcément apolitique ou non politique. Donc la catégorisation, elle ne va pas reposer sur le fait en soi. C'est pas le fait en soi qui aurait une nature diverse ou politique. La catégorisation, elle va reposer sur le processus qui est mis en œuvre par les acteurs. Donc si on a faut avoir une vision constructiviste un peu des processus de catégorisation. Donc si je dis que le francocide c'est un fait politique, bah, c'est un peu choquant à l'oreille parce que ça reprend la rhétorique de Zemmour. Mais si on se pose la question de comment est-ce qu'on peut définir le fait politique, si les faits politiques ne le sont pas par nature, c'est que tout fait social n'est pas politique, mais tout fait social est politisable. Donc en fait, il faudrait plus parler de faits politisés que de faits politiques parce que c'est pas les faits en soi qui sont politiques. Ça met en avant le caractère construit du processus. Donc la catégorisation, c'est un piège parce que à partir du moment où le fait est investi politiquement, ça en fait un fait politisé, donc un fait politique, s'il est repris. Donc la catégorisation, c'est un piège parce que la politisation du fait social, ça permet à Zemmour de faire circuler et de rendre performatif son slogan de francocide. Et catégoriser le francocide comme un fait divers, au final, c'est un peu une impasse parce qu'en soi, il a raison, c'est politique. Et si on veut le contredire ici, en fait, on va sur son propre terrain. Donc je pense que c'est pas opérant de juste balayer d'un revers de main et dire c'est des faits divers, c'est pas des faits politiques, parce qu'en soi, à partir du moment où c'est investi politiquement, ça devient des faits politiques. Donc je pense que le contredire sur ça, c'est un peu perdre de l'énergie et au final aller sur son terrain. C'est une impasse, je pense, théorique, mais aussi idéologique. Ok. En gros, le problème, c'est sur la définition du mot francocide. Parce que c'est francocide, donc contre des Français de souche. Mais en fait, par exemple, un attentat, tu vois, islamiste, qui touche des Français, mais des Français dans leur globalité, je le verrais, moi, comme un fait politique. Parce que c'est une attaque contre... Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus... C'est pas un fait divers, mais ça va faire réagir tous les hommes politiques qui vont le politiser parce que c'est la lutte contre des fous furieux, tu vois. Mais contre une communauté de Français, tu vois, pas des Français de souche, non, les Français tous dans notre diversité qu'on est, quoi, parce qu'il n'y a pas de... Même des musulmans, t'as des Français musulmans qui sont morts pendant les attentats, quoi. Donc c'est... Donc tu vois, là, Ah, mais ça c'est pour ça, devient... moi je pense que la catégorisation, faut vraiment en avoir une vision constructiviste et de se dire, même s'il y a un attentat qui va tuer des Français,
c'est pas l'événement en soi qui va le rendre divers ou politique. C'est l'investissement qui va y être après. Si c'est un événement qui est récupéré, à juste titre ou non en fait, par des politiques et qui va être inscrit dans le champ politique, à ce moment-là, c'est un fait politique. S'il n'est pas repris, c'est juste un fait divers. C'est pour ça que pour moi, à partir du moment où c'est récupéré et c'est investi, bah de fait, c'est politisé, donc c'est politique. Donc c'est pour ça que insister sur le fait que le francocide en soi, il est ni divers ni politique. C'est ce qu'on en fait, c'est en vraiment fait. ce qu'on en Oui, fait c'est en ça. fait. Et ben voilà, Voilà, c'est ça. c'est ce qu'on en Si fait. on le range dans la catégorie fait divers, c'est un fait divers. Si il est investi politiquement, c'est un fait politique. Donc contredire Zemmour pour dire c'est qu'un fait divers, je trouve que ça n'a pas trop de sens, ni théorique, ni idéologique. Ok. Surtout, ça me fait penser parce que Samuel Paty, là j'ai regardé pendant que tu parlais sur Google, Samuel Paty, c'est bien, là, c'est jugé en fait comme un attentat. Ouais, oui, oui. Par contre, Lola et Annecy, c'était un mec qui était fou, enfin qui avait des Ouais, ouais, ouais. problèmes mentaux. Et Lola, visiblement la fille, alors je crois que elle est jugée quand même la nana, Ouais, mais ouais, c'est la ça première tourne pas femme qui rond a quoi, été tu vois, elle est condamnée pas, à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Donc ça, c'est... c'est ça. Ouais, ouais. Mais je veux dire, elle n'a pas été considérée comme folle, mais il y a quand même des psychiatres qui disent Oui, 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 je crois que... qu'elle est Ouais. bien tapée et il n'y a pas de revendication musulmane, enfin musulmane islamiste, pas musulmane, islamiste, sur le meurtre, parce que c'est un meurtre, c'est pas un attentat, sur le meurtre de la petite Lola. Donc c'est vrai que mettre tout ça dans un même panier, Ah bah complètement, oui, alors que oui, ça n'a c'est... pas les mêmes implications. On n'en a pas parlé là, mais il y a l'affaire de Crépol, c'est Thomas Perotto qui a été tué dans une Oui, oui, rixe. oui, 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 oui. Et au Oui. final, ça a été investi comme francocide. En fait, c'est une bagarre qui dégénère. Et surtout que Ouais. dans la bande, là, on a vraiment l'ambiguïté du francocide. C'est des Français qui ont tué un Français. Enfin, c'est... Là, Oui, mais est-ce là qu'ils la nous ressemblent? dimension... Voilà, c'est ça en fait. La Est-ce qu'ils sont dimension du blancs? francocide, c'est juste C'est parce que ça, c'est pas des Français blancs. Donc c'est là où on voit que Zemmour, c'est en ça. fait, C'est pas des Français blancs, ouais. quand il Donc dit on exclut, étranger, voilà. c'est en fait c'est juste non blanc, quoi. Ok. J'ai plusieurs questions. Enfin, comment t'expliques qu'on n'entende pas justement les gens qui dénoncent cette récupération politique? Parce que le fait, tu vois, par exemple, quand les familles, dans ces cas-là, appellent justement à la non-récupération politique, pourquoi on les entend pas? Bah ça je sais pas trop. Moi je pense qu'il y a un côté comme ils viennent pas s'exprimer dans la sphère médiatique, juste simplement on les entend pas en fait. Quand on est un peu politisé et qu'on suit l'actualité, on peut lire que les parents de Lola par exemple s'opposent à ce que Zemmour récupère politiquement l'affaire, mais quand on est extérieur à cette sphère-là, comme c'est pas des gens qui donnent leur parole aux médias, c'est juste une parole qu'on n'entend pas et qui est noyée par un espèce de dualisme entre ceux qui disent que c'est du francocide et ceux qui disent que c'est n'importe quoi, c'est pas du francocide. Mais en tout cas, la parole des familles, elle est complètement noyée dans ce flot d'informations-là. Et pour ça, c'est pas quelque chose que que j'ai creusé dans mon mémoire, mais je pense qu'il y a aussi... je sais pas si c'est pas de la psychologie de comptoir, mais je pense qu'il y a un peu de curiosité morbide, en fait. Où bah, la famille va dire on veut pas en parler et on veut pas savoir, alors que bah, nous, on veut savoir ce qui s'est passé, on veut avoir le dénouement de l'affaire. C'est cette espèce d'attrait pour les serial killers ou pour les procès, ou Ouais, qu'est-ce qui s'est en fait, on passé? veut Pourquoi la savoir. Donc je pense curiosité? que... Ouais. Exactement. Donc je pense que la parole des victimes qui veut faire son deuil et qui veut pas que l'affaire soit médiatisée, elle est complètement récupérée, en fait. Mais tu crois que les médias ont les outils pour contrer, t'appelles ça des pièges linguistiques, enfin on a appelé ça et t'appelles ça dans ton mémoire je crois des pièges linguistiques. Est-ce que tu crois que les médias, c'est possible? Tu sais, on parle des chaînes en continu, BFM TV, je sais pas quoi, non, 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 déjà t'es dans l'immédiateté, c'est-à-dire que tout est traité n'importe comment. Enfin, n'importe comment. Oui, Dans le sens, tu sais, moi je me souviendrai toujours de. C'était quoi? C'était au Bataclan ou pendant les attentats où c'est à tu sais, c'était. l'hypercachère, oui. Mais ouais, c'est ça, mais c'était filmé en direct, mais qui t'a donné des billes au mec dans l'hypercachère, je veux dire, à un Ouais, c'est moment sur donné. BFM, ils avaient dit qu'il y avait quelqu'un qui était caché dedans et qui donnait des informations à la police en direct, alors que les terroristes auraient très bien pu tomber sur... Ouais, ouais, non, mais Mais tu complètement. vois, genre, c'est déjà le fait. Mais moi, ça me rend ouf, etc. Donc, est-ce que tu penses que les médias, en l'état actuel des choses et avec le traitement que je trouve moins fiable
parce que tu dis un journaliste, avant de sortir une info, tu vois, il a cherché différentes sources, il Oui, a, il a confronté ses sources, et à la fin, il te délivre son analyse. Et puis après, si tu veux différentes analyses, bah, tu vas lire Libé, Le Figaro, Le Canard enchaîné, Marianne et tout ça. Et puis tu t'essayes de te faire une idée. On est d'accord, personne ne fait ça, voilà. Enfin, très peu de gens font ça, voilà. Mais est-ce que tu penses que les médias, à l'heure actuelle, dans comment on traite l'information, ont les moyens de ne pas tomber dans ces pièges et de ne pas prêter le flanc à ces inventions langagières, on va dire? bah honnêtement, je pense pas vraiment. Je pense que l'écosystème médiatique, il est pris dans un système qui fait que c'est très dur de contrer ça. On l'a dit déjà pour les logiques commerciales, en fait. C'est ce qui fait du clic, c'est ce qui fait de l'engagement, c'est ce qui fait des recettes publicitaires. Pour même des questions, ça j'en traite pas trop dans mon mémoire, mais des questions de production de l'information, enfin des conditions de production, ou dire bah quand on a des rédactions, en fait, il y a que des pigistes qui doivent rendre 60 articles par jour, bah forcément, ils peuvent pas croiser les infos à chaque fois, et ça amène à raconter n'importe quoi et prendre n'importe quelle info comme une info sûre et vérifiée, et à parfois publier un peu n'importe quoi. Et aussi, je pense qu'il y a une question de logique médiatique d'ensemble et une question de propriété, en fait. Il y a 90% des quotidiens nationaux qui appartiennent à 10 oligarques. Donc en fait, il y a une concentration qui est énorme, et on a un secteur médiatique qui, dans sa grande majorité, en tout cas dans son côté mainstream, on va dire, en dehors des indépendants, c'est un secteur qui est complètement mis au pas, en fait. Il est soumis aux volontés des propriétaires. Et je pense déjà que ça joue un rôle fondamental dans la diffusion des idées racistes, parce que souvent c'est des milliardaires. On va prendre l'exemple par exemple de Bolloré, qui a clairement un agenda d'extrême droite. Et surtout, je pense qu'il y a il y a une, je sais pas comment dire ça d'une bonne manière, mais en fait, il y a une manque de protection de l'information où, dans le champ médiatique, euh, le droit, il va pas du tout protéger de ces dérives et de cette mise au pas, parce que le droit dans ce champ-là, il est circonscrit en fait à un droit des prud'hommes en fait. Il va protéger les journalistes en tant que travailleurs, mais il va pas protéger l'information en tant que bien public. Donc si moi demain si j'étais journaliste à iTélé quand s'est fait racheter par Bolloré et que c'est devenu CNews, si je me fais virer ou mettre au placard, bah, en tant que travailleur, je peux aller au prud'homme et faire valoir mes droits, mais si je gagne et que je suis réintégré dans la boîte, bah, je vais pas rester. En fait, j'ai deux choix. Soit je me montre docile et je m'adapte à la ligne édito proposée par Bolloré, soit je m'en vais en fait. Donc même quand ils vont au prud'homme, les irréductibles, ceux qui sont en désaccord avec la ligne éditoriale imposée, bah, ils finissent par s'en aller. Donc en fait, il y a une protection du journaliste en tant que travailleur, mais il n'y a pas une protection de l'information en tant que bien public. Donc ça, je pense que ça a joué un rôle et ça crée un système dans lequel je pense que c'est très dur de résister à tout ça, et les logiques commerciales et les logiques racistes, elles sont tellement importantes au final que je pense que c'est très compliqué de donner du temps pour le contradictoire, de donner du temps pour les familles. Et en fait, soit on respecte la ligne de base et c'est plutôt des lignes de droite, voire d'extrême droite parfois sur CNews, et c'est des logiques commerciales où, même si on n'est pas d'extrême droite, on se dit bah c'est ça qui fait cliquer, c'est le débat démocratique, etc. Et on se retrouve à présenter des éditos sur BFM ou sur RMC où on contredit pas Zemmour en fait. Ouais. Est-ce que ça dit quelque chose de notre société fondamentalement? Parce que tu vois, on a parlé donc des médias qui n'ont pas les moyens, enfin c'est le jeu des médias, ils n'ont pas vraiment les moyens d'être vigilants ou de représenter un front contre voilà, des idées comme le francocide. On a parlé de l'extrême droite, voilà, avec son renversement victimaire, voilà, qui s'invente un génocide anti-blanc, etc., etc. Est-ce que si aussi ça marche aussi bien, donc à la fois le rabâchage, l'incarnation politique, le jeu des médias et de leur immédiateté et la logique commerciale, est-ce que ça dit quelque chose sur notre société? Est-ce que si ça marche, si on le voit de plus en plus, s'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vrai, c'est parce qu'on n'est plus, j'allais dire, on n'est plus raciste. Ou en fait, il y a vraiment un glissement, je pense qu'on a la réponse, mais un glissement vers vraiment une population qui s'en va doucement mais sûrement vers des idées d'extrême droite, une polarisation à l'extrême, quoi. Où on peut pas tirer autant de conclusions, c'est un peu trop exagéré. En tout cas, j'ai pas travaillé directement ces questions-là dans mon mémoire, donc c'est pas le fruit d'un travail d'enquête, quoi. Mais moi, mon ressenti, c'est plutôt
que de penser les individus eux-mêmes, se dire bah c'est le reflet d'une société raciste. Moi, je trouve que ce serait plutôt le reflet des structures. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est les structures qui produisent une société. Et donc, si les médias sont plus racistes, c'est pas seulement parce que la population le serait un peu plus ou l'accepterait mieux, c'est parce qu'en fait, on a des structures qui permettent la diffusion d'idées racistes. Donc, la structure du champ politique, la structure du champ médiatique font que il y a une diffusion beaucoup plus ample des idées racistes avec de moins en moins de contradictoires. Et je pense que ça infuse toute la société. Donc, bien sûr, après, ça crée des effets boomerang et c'est un cercle vicieux en fait. Mais je pense pas qu'en soi, on ait une société qui, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, soit plus raciste, et du coup donnerait un espace médiatique où c'est plus facile d'être raciste. Mais je pense plutôt que les structures font que le racisme se diffuse de manière beaucoup plus simple, et du coup, nous, comme on est du pôle émetteur, bah, on va beaucoup plus voir le monde social à travers des grilles d'interprétation racistes, en fait. Et donc, le francocide, c'est un bon exemple où bah, on va constater que un Français s'est fait tuer par un étranger. On va se dire, bah, j'ai entendu ça hier à la télé par Zemmour, bah, il avait pas tort, quoi. C'est vrai que c'est un vrai truc. Et donc, c'est comme ça, je pense, que se produit la mécanique du racisme, même si je pense que c'est beaucoup plus large et je pense que faudrait lire beaucoup plus pour être plus pointu sur ce sujet, mais en tout cas, c'est la vision que j'en ai moi. Et il y a des solutions. Enfin, je sais pas. Est-ce que dans ton mémoire, tu as, tu as exploré des pistes de résolution, je sais pas, un réinvestissement de la bataille du langage. Tiens, lançons-nous là-dedans. Comment on fait en fait pour contrer ça? Il y a, je sais pas. Est-ce qu'il faut inventer nos propres croque-cibrûles? Je sais pas. Comment on fait? Bah, déjà, oui, c'est vrai que inventer ses propres mots, bah, ça peut paraître être comme la clé, mais comme on l'a dit un peu avant, si on a une vision de rapport de force du champ linguistique, bah, si on est dépossédé des moyens de production linguistique, bah, on ne peut pas les imposer. Donc moi, je pense que c'est... Après, c'est une vision un peu révolutionnaire et c'est un peu facile de le dire, mais si on ne change pas toute la structure, bah, il n'y a pas grand-chose qui est possible en fait. Et si on prend juste l'exemple médiatique, tant qu'il y aura cette hyper concentration médiatique, ce quasi monopole en fait, cet oligopole médiatique sur tout un champ par seulement quelques oligarques, bah, je vois pas vraiment comment est-ce que ce serait possible en fait. Je pense que c'est vraiment que les petites solutions, ça peut pas vraiment fonctionner. Il faut vraiment un changement global des structures, sinon ça peut pas fonctionner. Comme toutes les structures entrent en résonance, si on en abat une, en fait, on se rend compte qu'il faut tout abattre, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment compliqué. À notre échelle, si, comme c'est la seule chose qu'on peut faire, bah, évidemment, il faut investir le langage et créer de nouveaux mots. Et le féminicide, c'est un bon exemple, en fait, du fait que il n'y a pas une caste médiatique qui choisit elle-même quels mots sont valides et quels mots ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle du francocide, mais le francocide, ça a été une tentative d'imposition, mais qui a un peu disparu avec la disparition de Zemmour, en fait, parce qu'on n'en parle plus maintenant. Alors que le féminicide, c'est quelque chose qui a imprégné le monde réel et social, et aujourd'hui, c'est incontestable que c'est un fait politique, et dans tous les médias, même à droite, même Zemmour, en fait, lui-même, en disant qu'il s'est basé sur le féminicide pour dire francocide, bah, lui-même a accepté cette réalité-là. Donc il n'y a pas de fatalisme et il n'y a pas un choix conscient de la sphère médiatique pour dire le francocide c'est oui et le féminicide c'est non. Donc c'est vrai que c'est important d'investir le langage et de produire de la connaissance pour faire en sorte de se réapproprier ça et de dire bah on va pas lire le monde social en fonction d'une grille raciste, mais on va la lire en fonction de notre grille à nous. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on voit le panorama actuel, c'est difficile d'être très très optimiste quand même. Ouais. Et puis de toute façon, dans le panorama actuel, c'est un peu la politique de la petite formule qui va Ouais, rester et voilà. qui va être surmédiatisée. Il faut avoir, je pense, de l'argent, être une figure de pouvoir, etc. Je pense que c'est aussi par ces gens-là qui font peut-être partie de la structure qu'on pourra... En fait, il faut aussi peut-être pas détruire la structure, mais aussi utiliser la structure pour contrer. Ça pourrait être une idée. Oui, mais et aussi c'est un truc dont je pense je parle pas assez dans mon mémoire, mais ça m'y fait penser. C'est le fait j'ai une approche qui insiste beaucoup sur la discursivité, sur le discours, sur le langage, mais le plus important au fond du fond, c'est l'action quand même. Même si on part du postulat que c'est le discours qui fonde l'action, s'il n'y a pas l'action derrière, là on parlait du féminicide, que ce soit devenu un terme global, ça c'est vrai, mais il faut aussi dire de quoi est-ce que ça s'est accompagné. Et donc là c'est la même chose. On peut dire que par exemple, euh, Marlène Schiappa, elle a joué un rôle énorme dans la promotion du terme féminicide,
et si en France c'est aussi diffusé, on peut lui donner du crédit, mais sur les mesures qu'elle a prises ensuite et sur l'action qu'elle a eue concrètement, c'est très circonscrit, pour pas dire plus. Il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'il ne faut jamais décorréler ça du fait que même si on impose nos propres mots et notre propre grille de lecture, si ceux qui dirigent la structure ou ceux qui sont en responsabilité en font pas grand-chose, bah au final ça sert à rien. Et au contraire, en fait, ils peuvent s'attribuer du bénéfice symbolique sur des vraies notions qui sont prises pour des enjeux. Par exemple, si on prend des enjeux écolos, euh, tout la génération climat, les marches pour le climat, la convention citoyenne, tout ça, ça part d'une vraie angoisse écologique et c'était porteur de vrais projets. C'était pas seulement du discours. Et en fait, ça a été récupéré par le pouvoir comme un élément symbolique pour se présenter écolo, mais rien en faire en fait. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi je pense que les deux discours un peu réformistes et révolutionnaires doivent aller de pair, mais c'est pour ça qu'a priori j'ai un peu plus de mal avec le discours réformiste parce que j'ai l'impression que quand on rentre dans les structures et qu'on veut les changer de l'intérieur, il y a toujours ce risque que ce soit simplement récupéré par le pouvoir comme une récompense symbolique et qui s'attribue un peu les mérites de quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc j'ai l'impression que si en dehors des institutions il y a aussi un rapport de force, ce rapport de force-là peut faire aussi en sorte que bah, les réformistes qui proposent des choses à l'intérieur, ça ait un écho plus favorable auprès du pouvoir et qui se disent, bah, un peu comme la Sécu en fait. Si la Sécu, il n'y a pas des communistes hyper puissants, bah, elle voit jamais le jour. Donc là, c'est la même chose. Ça voit le jour depuis l'intérieur, mais aussi parce que, on peut y prendre l'exemple du Front Populaire et de toutes ces choses-là, aussi parce qu'à l'extérieur, il y a un mouvement, bah, c'est toujours une question de rapport de force en fait. Il y a un mouvement qui dit, Un bah, mouvement global qui soutient et qui exactement, permet une mobilisation massive, quoi. exactement. Tu as beaucoup parlé de choses que tu aurais aimé creuser dans ton mémoire. Forcément, c'était un mémoire de M1, je le rappelle. Donc forcément, tu n'as pas la marge de manœuvre d'un mémoire de recherche de M2 et bien sûr qu'une thèse de doctorat encore moins. Est-ce que tu as croisé comme ça des sujets qui t'ont marqué pendant ta recherche où tu te dis, j'aurais bien aimé creuser ça mais c'est pas le lieu, j'ai pas le temps, etc. Mais ça pourrait donner des idées à des futurs étudiants qui aimeraient se diriger vers ce genre de sujet de recherche. Euh, Bah, je crois que c'est arrivé un peu sur le tard parce que, en fait, dans mon école, donc à Sciences Po Lyon, soit on fait un mémoire, donc un vrai mémoire, soit on fait un état d'avancement, et ça, c'est, je sais pas, une trentaine de pages. Et en gros, moi, toute l'année, j'étais parti pour faire un état d'avancement. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à rédiger, en fait, j'avais pas du tout conscience de la montagne de ressources que j'avais. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, oh là, je vais faire un mémoire en fait. Parce que du coup, on l'écrit pendant l'été, on a 2 mois en plus. Et je me suis dit, mais j'ai tellement de choses que ça vaut le coup de faire un mémoire et que j'aurai pas le temps de tout écrire maintenant. Donc en fait, ça, c'est des questions que je me suis posées assez tard parce qu'au début, j'étais vraiment arc-bouté sur mon sujet que mon sujet et je voyais pas trop d'autres choses. Mais clairement, si j'avais eu plus de temps déjà, moi, j'aurais plus creusé la théorie. Je trouve que vraiment ça c'est ce qui m'a manqué. Et s'il y en a qui se lancent dans des mémoires, je pense que c'est vraiment hyper important en fait d'écouter les profs. C'est tout bête, mais quand ils nous disent au tout début d'année de lire des bouquins théoriques, de lire des gens qui sont intéressés à notre sujet, mais juste théoriquement de, par exemple, comment est-ce qu'on étudie sur des idées politiques. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout assez creusé. J'aurais aimé lire Skinner ou l'école de Cambridge ou toutes ces choses-là avant mon mémoire parce qu'en fait, je l'ai lu après et je me suis dit mais tout ce que je dis avec des mots un peu maladroits, ça a été formulé par des auteurs brillants et qui font référence en fait. Donc c'est un peu ce qui manquait. Donc moi je pense que ce qui m'a manqué, c'est pas avoir lu assez de méthodos. Et sinon, c'est la question des réseaux sociaux. Ça vraiment, c'est complètement l'angle mort de mon mémoire où j'en parle jamais. Mais ça, ce serait vraiment un terrain génial pour toutes les idées d'extrême droite, enfin toute cette Ah, c'est fachosphère-là. vaste, hein, ouais. Et c'est hyper vaste. Et même sur le francocide, donc ça c'est après mon mémoire, mais pendant la campagne des européennes et la campagne des législatives de 2024, il y a le hashtag francocide qui est apparu et qui a vraiment un peu percé dans l'extrême droite, même le péniste. Donc ça, je me suis dit, ça aurait été intéressant de le creuser un peu plus. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, si c'est encore un terme qui est utilisé, mais, euh, mais voilà. Et sinon, bah, ce que je regrette, c'est aussi, je sais pas si c'est un regret, mais pendant toute l'écriture dans mon mémoire et pendant toutes mes recherches, j'étais un peu complexé par le fait de ne pas avoir vraiment fait de terrain, en fait, à proprement parler. D'être resté dans les bouquins, dans les discours, mais jamais être allé sur le terrain. Et au final, je pense que c'est pas un mal en soi, mais
Euh, mais moi, je me voyais pas trop aller dans des rassemblements d'extrême droite. En plus, bah, je suis métisse, donc je me suis dit, on va vite voir que je suis pas. Après, Voilà. tu sais, moi, je suis antillaise. Ça se voit pas, je suis guadeloupéenne. Moi, je passe et tout. Mais franchement, tu as beaucoup d'Antillais qui votent Oui, non, non, c'est RN. À vrai. chaque fois, je suis là. Mais je me C'est dis, quoi ces gens-là? si Qu'est-ce c'était qu'ils pour faire font des entretiens, en fait, j'avais peur Ah ouais, ouais, que ma là. couleur de peau un peu biaise les réponses que j'aurais eues de mes enquêtés, quoi. Donc, Bonjour, est-ce que vous voulez me parler? Je viens en paix. Je suis français. mais je pense que ça aurait été un terrain intéressant d'aller dans les Ouais. meetings de reconquête et parler avec ces gens-là. Et en fait, parler du francocide, parce que ça, c'est un truc quand on est le nez dedans, ça paraît évident, mais quand on en parle aux gens autour de nous, qu'ils soient politisés ou pas, on se rend compte que, au final, le francocide, c'est quelque chose d'assez marginal. En fait, c'est pas un terme qui parle à tout le monde immédiatement. Donc moi, ça m'intéressait aussi de pas travailler sur un thème que tout le monde avait déjà travaillé et d'apporter un peu un truc nouveau. Mais il faut aussi pondérer tout ça par le fait que le francocide, c'est assez marginal et il y a plein de gens, même à Sciences Po, qui ne savaient pas du tout ce qu'était le francocide. Donc encore aujourd'hui, quand je parle de mon mémoire, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc faut pas non plus surinterpréter l'importance que ça a. Et ça aurait été intéressant aussi d'étudier un peu ça et ouais, d'écumer un peu soit les meetings de Zemmour ou soit les événements du parti, voir si dans le parti, le francocide c'est Ça quelque circule, chose ouais. d'important ou si en fait c'est que un mot de Zemmour qui dit quand il est sur les plateaux mais qui a pas trop d'emprise quoi. Ok, et bah, ça va être intéressant, je pense, les prochaines élections présidentielles, de Complètement, voir oui. est-ce que c'est réactivé, est-ce que c'est remis sur le devant de la scène, et puis comment ça a une existence ou pas, hein, peut-être qu'il va changer de... Bah là en tout cas j'ai vu Enfin, l'émission là où il était contre Glucksmann là sur LCI. Et il a pas parlé de francocide, mais il va beaucoup plus loin. Là, il parle d'une guerre civile latente, d'une guerre civilisationnelle, qu'on irait forcément vers les armes. Donc ça va. Moi, je me demande si ça va pas aller en fait beaucoup plus loin. Voilà, bon, va falloir voir, mais c'est possible que. Après, je sais même pas s'il va se représenter, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des thèmes beaucoup plus directs en fait qui ont. ouais, Voilà, il le gars va s'embarrasse plus toujours à plus parler loin, de quoi. francocide, mais là vraiment de génocide quoi. Il s'embarrasse plus trop. Génial. Et comment ton mémoire se retrouve... Non, mais moi, je trouve ça aberrant. Ah oui, bon, j'aime beaucoup les Belges, tu vois, les Belges qui interdisent Ah, le les idées cordon d'extrême droite, sanitaire, ouais. tu Ouais, ouais. vois, sur voilà, le cordon sanitaire. Je trouve ça intéressant parce que de ne pas diffuser la haine comme ça médiatiquement, je trouve ça... et je pense que Zemmour, cette veine-là de clairement désigner un peuple, une religion, des gens, puis en plus immigrés, enfin ça peut être des Français, quoi. Je veux dire, tu n'as pas le nez dans leur portefeuille pour voir de quelle nationalité ils sont ou pas. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant, l'idée de ne pas diffuser la haine médiatiquement. Mais en France, ça me paraît compliqué d'arriver à ça. Bref. Et comment ton mémoire s'est retrouvé comme ça au prix du mémoire de Sciences Po Lyon? Parce qu'il y a quand même un monde entre on fait un état de la littérature, Ouais. un état de l'art, pardon, un état de la littérature, un état de l'art jusqu'à bon ben j'ai trop de matière, j'écris un mémoire et puis hop le prix du mémoire de Sciences Po Lyon et le prix spécial du jury, bravo bravo. Voilà, Comment ça se fait le glissement? On parle de beaucoup de glissement hein, dans cet épisode. bah, le glissement, je pense qu'aussi se fait je pense pendant l'année d'un manque de confiance en soi aussi, de dire que Ouais, un état de l'art c'est quand même beaucoup plus tranquille qu'un vrai safe. mémoire, ça engage Ouais, beaucoup moins et voilà, c'est beaucoup plus ouais. safe, ouais. Du coup, je pense que je me suis beaucoup dit ça alors qu'en fait j'avais énormément de matière et quand j'ai commencé à rédiger, je me suis vraiment retrouvé confronté au fait que ce que j'avais trouvé, ça rentrerait jamais dans 30 pages et qu'en fait c'était du gâchis d'en faire 30 pages alors que je pouvais en faire une centaine, quoi. Donc en fait, je me suis dit, donc j'ai contacté mon directeur pour savoir si ça lui convenait ou pas. Et bah, quand il a vu la matière que j'avais, c'est même lui qui m'a dit, bah, effectivement, ça fait beaucoup plus sens de faire un mémoire. Donc j'ai un peu fait mon mémoire dans mon coin. Et pareil, j'étais hyper stressé parce que quand j'ai fini mon mémoire, j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens, mais que ça attrapait un peu rien en fait. J'avais l'impression de partir dans plein de directions différentes, mais qu'au final ça répondait pas vraiment à des vraies questions. Donc j'avais vraiment l'appréhension du retour que j'allais avoir pendant ma soutenance. Et en fait la soutenance s'est hyper bien passée. Ils m'ont dit que le mémoire était très bien. En fait à Sciences Po Lyon, on est découpé par séminaire. Donc je veux dire n'importe quoi, on est une dizaine par séminaire. Et chaque prof de séminaire, donc notre directeur de mémoire, choisit un mémoire
qui va présenter auprès du jury. Et après, c'est le jury qui fait sa sélection. Et donc, moi, quand j'ai appris que j'étais dans la sélection de mon prof, déjà, j'étais hyper étonné parce que bah, ça part vraiment d'une C'est le succession syndrome de de hasard, en l'imposteur fait. qui te Ouais, voilà, poursuit, tu sais, le exactement. syndrome de l'imposteur. Ah, mais non, mais moi, attends, ça marchera jamais. Exactement. Et en fait, on s'auto-convainc que ce qu'on fait, c'est pas bon, que Oui, ce qu'on fait, ça va pas ouais, c'est marcher. ça. Et au final, bah, ça marche plutôt Le bien. prix Donc, ça, spécial du c'est. jury. Voilà. Donc, c'est Trop chouette. bien. Et donc, justement, la rédaction, tu vois, c'est une question traditionnelle que je pose dans le Dazibao. Voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as reçu peut-être des conseils par ton prof, par des collègues de promo pour que ça se passe bien, ce temps de rédaction, de recherche, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé, que tu pourrais donner comme ça aux auditeurs qui vont peut-être se lancer là bientôt dans les débuts de recherche et de rédaction? Bah, la rédaction, moi, je pense que le plus important, c'est de pas le faire tout seul, parce que je pense que ça peut être un peu déprimant. Et moi, j'avais la chance d'avoir une copine avec qui on l'a écrit ensemble. On a écrit un mémoire ensemble, donc dans les BU et tout, donc ça se donne vraiment un cadre. On peut travailler, on peut manger ensemble, on peut discuter, on peut un peu sortir de tout ça. Donc ça, je pense, c'est important. Et après, pour l'écriture, euh, je pense que c'est surtout des questions de mise en forme, en fait. Je pense qu'il faut surtout un peu aller s'informer sur comment bien le mettre en forme, sur comment aérer son texte. Donc encore une fois, je pense que la méthode c'est bien. La méthodo, ouais. Mon prof aussi m'a pas mal aidé parce que quand je lui avais envoyé une V1, il m'avait dit quelle horreur, c'est vraiment, enfin, on est asphyxié en fait par le texte quoi. C'est pas l'écriture le problème, mais c'est vraiment la mise en forme mais c'est des énormes pavés, c'est illisible quoi. Et en fait, je sais pas, ça a créé un déclic en moi mais évidemment que qu'est-ce que je lui rends, c'est des pavés de 3 pages, c'est pas lisible quoi. Donc vraiment faire respirer son texte, aérer, pas hésiter à répéter ou à dire les choses d'une manière plus simple parfois parce que le langage académique parfois c'est un peu soutenu, c'est un peu pompeux, mais c'est bien aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus concret. Mais je pense que ouais, la méthode c'est important et surtout pas négliger la question de mise en forme parce que bah on écrit aussi pour être lu quand même si c'est un mémoire donc on est lu que par ses profs quasiment. Mais ouais, pas voir le mémoire comme que pour soi-même en fait. Se dire que bah on le fait aussi pour les autres, même si ça va pas être lu pour les autres, mais le voir comme un entraînement de faut rendre ce qu'on fait lisible. Et je pense que c'est le plus important. Et essayer aussi de le faire lire à des gens qui sont pas du tout dans le milieu pour voir s'ils comprennent un peu ou si ça leur paraît. Même quand c'est des sujets très pointus, c'est quand même dur d'être compris, mais de voir si c'est au moins lisible quoi. Je pense que mais moi je pense que le plus important c'est quand même la mise en forme en fait. Ok. Tu l'as dit au tout début de l'épisode, tu refais un mémoire là, enfin tu fais un Oui, mémoire de recherche en ce moment, donc sur l'extrême droite, toujours. toujours. Ton sujet de prédilection, de cœur, d'amour, ouais, et tout ça. Tu dois faire quoi plus tard? Est-ce que tu as toujours envie d'être prof? Est-ce que tu te verrais poursuivre la recherche, je sais pas, peut-être en doctorat, tout ça? Qu'est-ce que Euh, tu... T'en es où là dans ta réflexion de futur? Bah en fait là où j'en suis, c'est un peu compliqué en vrai, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Ouais. Moi j'ai adoré mon expérience de prof, et donc ce que je me suis dit après, c'est je fais de la recherche. En plus je sais que c'est un milieu qui est un peu précaire, donc je me dis autant être précaire maintenant et après être prof et être installé plutôt que faire l'inverse, et être prof et après quitter son boulot pour faire un truc un peu plus précaire. Donc je me voyais bien essayer de faire une thèse, et à l'issue de ma thèse, passer les concours de prof pour... voilà. Mais c'est vrai que là, mon arrivée à Paris 1, j'ai un peu déchanté quand même. On voit un peu le milieu de l'intérieur et moi, ça me donne un peu moins envie. En tout cas, je sais pas si c'est partagé par tout le monde, mais j'ai l'impression d'être un peu étranger à ce monde-là de la recherche où je voyais pas ça si compétitif, si il y a des enjeux de poste, il y a des enjeux de financement, enfin, ça a l'air quand même très très Ah, bah, compliqué. c'est la guerre, hein. Et C'est la voilà. guerre. Et donc, je sais pas si je suis prêt à cette guerre-là. Donc, pour l'instant, je vais faire mon mémoire de M2. Je vais candidater à des contrats doctoraux dans ma fac. Si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, je me dis que l'enseignement, c'est vraiment ce à quoi je me destine, quoi qu'il arrive plus tard. Donc, que ça arrive maintenant ou après, c'est vraiment ce que je me vois faire. Donc, la recherche, j'adore. Et si, je sais pas, dans ma carrière, je dois continuer à contribuer ou à pouvoir euh, faire des ponts entre. Parce que ce à quoi je me suis confronté aussi en étant prof de lycée, c'est le manque de communication aussi entre l'université et l'enseignement secondaire. Ça, c'est quand même dur. Et même quand on est prof du secondaire, c'est dur de se dégager du temps pour lire et pour se mettre à jour, en fait. Donc je me dis, ça serait bien aussi ouais, de pourquoi pas participer à des structures aussi qui mettent un peu en lien les profs du secondaire avec les profs du supérieur et
d'organiser ça de manière à ce que quand on soit prof depuis 50 ans, on n'enseigne pas l'éco ou la socio comme on l'a appris à 50 ans, quoi, et qu'on soit un peu à jour de ce qui se fait en ce moment. Faut pas oublier aussi que tu peux, il y a aussi plein de possibilités de faire des doctorats à l'étranger. Ça peut être une piste où il y a peut-être plus de financement, peut-être plus de... Voilà, bien choisir sa fac aussi à l'étranger dans tes sujets de prédilection et d'amour sur lesquels tu voudrais travailler en thèse, mais Je suis fascinée par le nazisme, bonjour. N'y va pas comme ça, mais bon. Bref, en tout cas, merci beaucoup Florian pour ce super épisode. C'était hyper intéressant. Comme d'habitude pour les auditeurs, il y aura un chapitrage de l'épisode qui sera disponible sur le site internet du Dazibao, ainsi que plein de ressources complémentaires que je vais te demander pour les auditeurs qui aimeraient aller plus loin, se renseigner, trouver des articles pour pouvoir en apprendre plus sur ce sujet. Puis il y aura une newsletter qui te sera entièrement dédiée. Voilà, merci beaucoup encore une fois de m'avoir accordé ce temps. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis à bientôt pour parler de ton mémoire de M2, bien sûr. Et puis à bientôt, bye bye. Bye bye.